J'ai toujours pensé qu'il n'existait pas une réalité, un chemin, une histoire, mais des réalités, des chemins et des histoires propres à chacun. Là où tu vois une colline, un autre voit une montagne. Là où tu vois une montagne, un autre voit une colline. Nos histoires sont faites de décisions, de victoires, de déceptions et bien plus encore. Ce n'est pas parce qu'on ne vit pas la même chose qu'on ne peut pas se comprendre. Tout commence par un échange. Puis vient l'inspiration, l'identification, la prise de conscience et l'évolution. Et maintenant, découvrons ensemble chaque histoire. On va en refaire un adéquat, en même temps synchronisé. Ouais, nickel. 1, 2, 3. Ah, Pas 1, 2, 3. C'est bon. Ouh, il était beau. Il lui. était bon. Il était excellent. Ok. Aujourd'hui, il y a un événement qui peut aboutir à un autre événement, des événements qui engendrent d'autres événements, qui eux-mêmes peuvent engendrer certaines émotions, certains sentiments, dont la peur, la crainte. Et pour beaucoup de jeunes, aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est simplement de la faiblesse, qui est simplement de la timidité. C'est une bataille invisible, c'est quelque chose qui est plus sournois que ça, une bataille menée tous les jours. Et derrière cette peur, il y a souvent de l'anxiété, il y a souvent une certaine sensibilité. Donc aujourd'hui, on va pouvoir traiter de ce sujet avec toi. On va cerner la personne que tu es au travers du speedrun question. Ok. Ok ? Première question, très compliquée. Ton prénom ? Fanny. Jusque-là, ça va. On est bien. Ouais. Ça va. On m'a appelée Fanny, ce que je pense que ma mère avait vu à l'époque. Je sais pas si tu connais Marius et Fanny de Pagnol. C'est Non. une œuvre. Non. Bah voilà. Voilà pourquoi je m'appelle Fanny. C'est grâce Ça- à cette œuvre de Pagnol. Incroyable. Ton âge ? 24 ans. Je suis une 2001. Est-ce que tu aurais préféré naître avant Ah non. les années 2000 Ah non, non, Non. déjà que je me sens un peu vieille, 24 ans, donc si j'étais née avant les années 2000, non, je suis très bien après. Attends que tu dépasses le quart de siècle. Là, On y est passé. Ça Bon. va être un truc. Ta profession aujourd'hui ? Alors, je suis CMO, donc c'est tout ce qui est marketing, inbound, etc., dans une agence de développement web et mobile franco-viette. Ok. Donc, je suis arrivée dans cette boîte il y a quelques mois, en juin, en freelance. Et de fil en aiguille, je me suis très bien entendue avec les cofondateurs. Et du coup, je suis devenue associée et voilà. Le plat qui te réconforte aujourd'hui ? Alors, c'est plutôt le sucré, moi. C'est le gâteau au chocolat. Ça, valeur sûre, quand il est bien fondant, là, ça me rend heureuse. Le mot aujourd'hui qui te décrit le plus ? Ou le mieux ? Je dirais créative. En tout cas, c'est ce qu'on dit le plus de moi. Parce que, pour le coup, on me dit tout le temps que je suis très curieuse. Et que j'ai pas peur des... Enfin, souvent, je vois un truc, je suis en mode, ok, ça a l'air cool. Bon, bah, ok, on l'essaye. Donc, et que j'ai souvent beaucoup d'idées. Donc, voilà, souvent on dit que je suis créative. Si aujourd'hui tu pouvais avoir un super pouvoir, Ouais. ça serait quoi le super pouvoir que tu aimerais avoir ? Ça serait voler. Franchement, Ouais. ça réglerait tellement de problèmes pour moi. Enfin, Ouais. de stress, etc. Parce que juste, je me dis, je suis comme Mimi Mati, je claque des doigts et j'atterris où je veux. Il n'y a pas de problème de transport, j'arrive où je veux, quand je veux. Enfin, ça serait trop bien. Ouais. Un gain de temps monstre. Ouais, pas les problèmes Tu- du RER. Ouais. Et même des vols, parce que si tu veux aller aux États-Unis, si tu veux aller en Ouais. Australie et tout. Comme ça. Ce que tu fais aujourd'hui pour te détendre, quelque chose qui te détend en plus du gâteau au chocolat. Du coup, c'est ce que je disais, c'est tout ce qui est créatif. Par exemple, je me suis mise à la broderie. Donc, je sais pas, par exemple, je me fais des tote bags, des trucs comme ça. Et ça occupe les mains. Du coup, moi, quand j'ai les mains occupées, ma tête, elle pense pas. Il y a les heures qui passent. Juste, je m'amuse, je fais ce que je veux. Donc, ça, quand j'ai envie de me dire, OK, j'ai quelques heures où vraiment je veux me détendre, je fais ça. Et sinon, pour les trucs plus urgence, me détendre rapidement, c'est plutôt l'hypnose. Voilà. On va pouvoir en discuter. Oui. Quelque chose aujourd'hui que tu as voulu changer et que tu as réussi à changer. Je dirais, c'est vraiment faire ce que j'ai envie de faire moi, sans que... Parce que j'ai fini mes études l'année dernière, il y a 1 an, j'ai fini mon master, et j'ai voulu lancer une EdTech sur les neurosciences. Et ça me plaisait vraiment beaucoup, mais je sentais qu'il y avait une petite part, c'était je le fais parce que je sais que ça fait bien, que c'est
potentiellement ce qu'on peut attendre de moi. Ça me plaisait beaucoup et vraiment, il n'y a aucun souci. J'ai vraiment kiffé essayer de faire ça. Mais là, en début d'année, il y a eu pas mal de trucs. Du coup, j'ai eu pas mal de déclics. Et petit à petit, j'arrive vraiment à me dire, OK, bah, je fais ce que j'ai vraiment 100% envie de faire moi, pas forcément là où on m'attend. Et ça fait beaucoup de bien, sans avoir le regard des autres, etc. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a permis de te rendre compte que effectivement, finalement, tu avais envie d'être qui tu étais vraiment, ou du moins ne pas forcément te mettre dans la case où on t'attendait? Déjà, pendant longtemps, encore un peu aujourd'hui, j'en ai eu marre du regard des autres. Donc déjà, je pense à la fin des études, ça va pas mal aider, parce qu'en études, lycée, puis études, etc., on sait comment ça se passe. Et après, j'ai eu beaucoup de déclics, comme je disais. Du coup, rien que mon anxiété sociale, elle a beaucoup évolué. Et du coup, j'avais beaucoup plus de place dans ma tête. Parce que du coup, quand juste tu penses pas à te dire, OK, il va falloir prévoir ça, organiser ça, nanana, t'as plus de place dans ta tête. Et juste, je pouvais me dire, OK, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? J'ai vraiment envie de faire ce que moi, à 100%, je veux faire et pas ce que je sais que je suis censée faire. Et voilà, je pense que ça commence par l'entrée à l'incubateur en janvier. Et ça s'est enchaîné. Excellent. Un beau déclic. Si aujourd'hui ton anxiété ou même tes autres peurs étaient une voix, comment tu décrirais cette voix-là? Ça serait une petite voix stridente. La petite voix où vraiment, quand t'es pas bien, elle te dérange, elle te met des petits coups. Toi, t'as juste envie d'être dans ta bulle, etc. Et limite, ça te fait mal quand elle crie. Donc, c'est vraiment cette petite voix stridente, un peu aiguë, que t'as envie qu'elle s'arrête. Est-ce que tu préférerais aujourd'hui lire dans les pensées ou plutôt avoir une cape d'invisibilité ou la possibilité de devenir invisible? Je pense que je dirais devenir invisible. Parce que lire dans les pensées, j'adorerais. Mais juste, ça nourrirait ma curiosité, on va dire. Alors que devenir invisible, je vois, il y a des moments où j'ai juste envie d'être dans ma bulle, quand je stresse, ou même juste, on va dire, quand ma batterie sociale est à plat. Et j'ai juste envie d'être dans ma bulle, et t'as toujours des personnes qui viennent me voir, c'est hyper gentil, mais qui sont en mode oui, tout va bien, etc. Parce que, ils me connaissent, ou juste qu'ils viennent te parler alors que t'as pas envie de parler. Juste des fois, t'aimerais te dire, OK, là, je suis invisible. Je me ressens sur moi, je suis dans ma petite bulle et personne ne me dérange. Et ça, je pense que ça ferait beaucoup de bien. Ouais. Quelque chose aujourd'hui que peu de gens savent sur toi? Je dirais, il y a 2 trucs. Je sais pas trop entre les deux. On va dire, il y en a un, ça serait plutôt... Peu de gens le savent sur moi, ce qu'ils l'imaginent pas forcément. Ça serait que j'aimerais bien réussir à partir en voyage dans un autre pays comme ça, sur un coup de tête. Parce que c'est pas du tout ma personnalité. Il faut vraiment que je contrôle tout. Donc le jour où j'arriverai à faire ça, c'est que vraiment j'aurais bien bossé sur moi. Et ça, peu de gens peuvent l'imaginer, vu qu'ils voient que je prévois vraiment tout au carré. Et l'autre truc, ça serait un petit kiff perso, je pense, ça serait d'ouvrir un jour un petit café avec une petite partie boutique avec de la déco, des petits trucs de small business, etc. Tu peux faire des activités créatives, tu peux te détendre. Enfin, voilà, en fait, mon petit monde à moi réuni en un endroit. Ça pourrait être extrêmement sympa comme endroit, effectivement. Ça serait cool. La peur m'a appris à me dépasser. Parce que vraiment, quand il y a des moments où je me dis, OK, ça, j'y arriverai pas. C'est impossible, je sais pas comment je vais faire, je stresse des jours à l'avance, etc. Et juste, je me dis, Fanny, tu l'as déjà fait, tu pensais la même chose, voire pire. Donc, vas-y, fais-le, t'as pas le choix, de toute façon. Ouais. Donc, je dirais, ça m'a appris à me dépasser, parce que du coup, j'ai eu mes peurs. J'ai vu que j'ai réussi à les dépasser. Du coup, maintenant, quand j'ai des peurs, juste, je me dis, Fanny, tu l'as fait ou t'as fait pire, donc pourquoi t'y arriverais pas là, quoi. Et quelle est la chose, les événements, peut-être pour les premières fois, qui ont fait que tu dépasses quand même ces peurs-là? Je dirais que malheureusement ou heureusement, je sais pas trop, j'avais pas le choix. Parce que quand vraiment j'ai compris que je faisais de l'anxiété sociale, mes premières grosses sorties, on va dire, c'était pour aller voir la psy, le médecin, l'hypnose, aller en cours faire mes examens, parce que j'étais encore en études. Donc ouais, c'est juste que j'avais pas le choix, parce que j'étais si je vais pas aux examens, je sais pas, mon année, j'ai pas envie de redoubler. Et juste pour m'en sortir, je suis obligée de... Enfin, moi, en tout cas, je me sentais obligée, et heureusement que je l'ai fait, de voir une psy, de faire de l'hypnose, etc. Donc ouais, c'est que j'avais pas le choix. Ouais. Je me sens moi quand je fais des trucs créatifs, des activités créatives. Là, je suis juste moi, je suis dans mon monde.
je brode ce que je veux, ou je sais pas, ou je fais n'importe quelle activité créative, je crée ce que je veux, et voilà. Et si aujourd'hui, je te donnais la possibilité de dîner avec n'importe qui tu veux, de vivant, de mort, de réel, de fictif, peu importe, avec qui tu dînerais? Je pense je dînerais avec mon meilleur ami, parce qu'il est décédé il y a 2 ans, du coup, maintenant. Ouais, c'est ça, il y a 2 ans. Et en fait, il est décédé au moment où j'avais encore de l'anxiété. Et donc, ça fait qu'il y a beaucoup de sorties que j'ai dû annuler, etc. Juste, ça faisait trop pour moi en émotion. Enfin, voilà, j'arrivais pas. Et juste, je me dis, bah voilà, franchement, un dîner, ça me ferait trop plaisir, juste de le revoir et de reprofiter de ces moments où que forcément on a un peu perdu parce que bah, moi, j'étais pas capable d'être là. On va peut-être revenir aussi sur toutes ces histoires qui t'ont construite et qui t'ont permis d'être finalement la femme que je vois devant moi, la femme avec qui je suis en train de parler. Et justement, pour permettre aux gens, mais aussi à moi, de pouvoir comprendre réellement avec qui je suis en train de discuter, j'ai une question pour toi. Oui. Fanny? Oui. Alors, c'est quoi ton histoire? Oula. Basse question. Ok. Alors, par où commencer? Alors, moi, j'ai grandi du coup dans le 91, donc au fin fond du 91, dans la campagne, etc. Du coup, j'ai un frère et une sœur, je suis la plus petite de la famille. Et voilà, j'ai grandi dans le 91, tout allait bien, etc. J'ai fait mon collège, mon lycée, enfin voilà. Après, je suis arrivée à la fac en études supérieures, fac éco-gestion, voilà. Et ensuite, il y a le Covid qui est arrivé. Et ça, l'ami de tout le monde. ça c'est ça. Il a pas mal perturbé tout le monde. Et quand le Covid est arrivé, j'étais en première année de fac, donc ça faisait 6 mois que j'étais en études supérieures. Donc je venais de découvrir un peu la liberté. J'avais ma voiture, je voyais mes potes à l'extérieur, j'allais en cours. Enfin, bref, la liberté qu'on découvre en études supérieures. Ouais. Le Covid est arrivé. Et il y a eu le premier confinement. Premier confinement, je l'ai très bien vécu pour le coup. Tout s'est bien passé. Enfin, rien de spécial. Moi, franchement, j'ai adoré. Et en sortant du confinement, j'ai commencé à voir que je stressais un peu avant de sortir. Mais bon, jusque-là, je me suis dit, bon, normal, ça fait 2 ou 3 mois que je suis pas sortie. Bon, normal, je vais m'habituer. L'été passe. Et du coup, j'ai ma rentrée en 2e année de fac, donc quelques mois après le premier déconfinement. Et là, je commence à voir que quand je vais en cours, vraiment, je suis pas bien du tout. Mais vraiment, plus avancé, Enfin, c'était de pire en pire. Donc, c'était que je stressais avant de partir, c'était que j'avais très mal au ventre avant de partir, et des choses que j'avais jamais eues avant. Donc, j'étais un peu en mode OK. Plus avancé, plus je me disais comment je vais continuer à aller en cours. Et heureusement pour moi, il y a eu d'autres confinements. Donc, les cours sont repassés à distance. Et voilà. Mais sauf que du coup, même si j'avais les cours à distance, mon anxiété, elle a continué à grandir. Je continuais à avoir très mal au ventre. Je pouvais à peine manger, honnêtement. Même de la compote me donnait mal au ventre. Enfin, du coup, j'avais peur de manger, j'avais peur de sortir, etc. Donc, ça a été une année un peu compliquée. Mais encore une fois, vu qu'on était à distance, qu'on n'avait pas trop le droit de sortir, c'était gênant. Mais voilà, ça allait. Et ensuite, du coup, je suis entrée en 3e année. Et là, par contre, là, ça allait plus. J'avais réussi à calmer un peu tous mes symptômes. Et en 3e année, quand on a dû revenir en cours tous les jours, en plus dans un climat un peu anxiogène, parce qu'on devait porter les masques, etc. Puis même, ça faisait bizarre de retourner en cours, etc. Et là, ça allait pas du tout. Vraiment, je pleurais avant de partir en cours. Des fois, j'allais en voiture. Pareil, je pleurais, j'avais super mal au ventre. Ou alors, des fois, j'étais à la gare et juste, j'étais à 2 doigts de tomber dans les pommes tellement j'avais mal au ventre ou des choses comme ça. Enfin, vraiment, ça allait plus du tout. C'était très compliqué d'aller en cours. Et là, je commençais à me dire, OK, il y a quelque chose qui va pas. Et il y a eu les vacances de la Toussaint, donc j'avais pas cours. Et à la fin des vacances de la Toussaint, juste, c'était impossible pour moi d'aller en cours. Vraiment, je me souviens, je parlais avec ma mère et juste, je lui ai dit, enfin, maman, je peux pas aller en cours demain. Vraiment, j'en suis incapable, c'est juste, je peux pas. Et voilà, ça a été le gros épisode de ma vie. Ouais. Le gros tournant, on va dire. Parce qu'à partir de là, ça a été beaucoup de boulot pour s'en sortir. Parce que
ça se guérit pas comme ça. Enfin, Mais déjà, quand tu commences à réaliser que tu as cette anxiété de l'extérieur, ouais. est-ce que tu as réussi à comprendre d'où ça venait réellement? Parce que avant ça, comment t'étais dans l'histoire dans les passages que tu viens de me raconter, tout semblait aller bien avant la Covid. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé alors pendant cette Covid qui a fait que tu développes cette anxiété-là? Je pense le Covid a réveillé, je sais pas, peut-être le fait d'être enfermée a réveillé d'anciennes choses chez moi, je sais pas, peut-être d'anciens traumas ou j'en sais rien, mais peut-être m'a remis dans ce contexte d'anxiété. Et en fait, après le Covid, encore une fois, je sais pas pourquoi à ce moment-là, j'ai commencé à avoir vraiment très mal au ventre. Et en fait, mais vraiment des douleurs où, enfin, vraiment, je pouvais tomber dans les pommes comme ça dans la rue. Enfin, voilà. Ah ouais. Et je comprenais pas pourquoi. J'avais jamais eu ça. Enfin, ma mère, elle a une maladie de Crohn. On sait très bien que je ne l'ai pas, donc c'était pas ça. Donc voilà. Et en fait, plus ça avançait, plus ça s'amplifiait. Et vraiment, c'était juste affreux parce que je pouvais pas manger, sortir. J'étais en mode, ok, mais si j'ai mal au ventre et que là, je fais un malaise, je fais quoi? Enfin, je suis dans la rue, j'ai 1 heure de transport, je suis dans le RER et pouf. Enfin, donc ouais, ça a démarré par là. Et vu que ça s'est empiré et qu'on me disait pas ce que j'avais, bah, juste l'anxiété a pris le dessus et voilà. Ah ouais. Ta mère avait la maladie de Crohn, mais que toi, tu l'avais pas et que ça te développait quand même cette... Ouais, bah, c'est ça. En fait, j'avais mal au ventre et on savait pas pourquoi. Du coup, forcément, je commençais à avoir des médecins, etc. J'en ai eu plusieurs. Je sais pas si c'est parce que je suis jeune, mais on me croyait pas forcément. Voilà, on était en mode un peu, oui, bon, t'as mal au ventre. Voilà quoi, enfin... Du coup, on me disait, bah, va falloir vivre avec, ou alors je pense juste que c'était en mode, bon, elle exagère. Voilà. Du coup, ça a pas mal traîné, ça a mis vraiment des mois, et il y a que une médecin qui m'a cru et qui vraiment m'a dit, ok, bah, voilà, Fanny, je pense que tu as le syndrome de l'intestin irritable. Aujourd'hui, on sait pas trop quoi faire dessus, mais voilà, je peux te donner tel médoc, voilà. Mais déjà, ça a été très long parce que pendant des mois, j'ai vu des spécialistes et juste, soit ils me croyaient pas, soit ils me disaient oui, bon, c'est ta vie, quoi. Tu vas devoir vivre comme ça. Et moi, j'étais là, j'avais 20 ans et j'étais là, ça peut pas être ça ma vie. Ouais. Ça peut pas être ne plus sortir, ne plus manger alors que j'ai que 20 ans. Ouais. Finalement, il y en a une qui a réussi à te croire et qui t'a permis de poser un nom sur ce que tu avais au niveau du ventre, en tout cas. C'est ça, ce que, en fait, jusque-là, vraiment, je le disais, je sais qu'il y a quelque chose qui va pas. Enfin, je connais mon corps, je me connais. On me disait, oui, t'es stressée. J'étais, oui, merci, j'ai toujours été stressée. Ça m'a jamais handicapée au point de ne plus pouvoir sortir. Et quand même si ça me donnait pas de solution, quoi, juste me dire, ok, on me croit et je suis pas folle. J'ai vraiment un truc, rien que ça ça faisait du bien, quoi. C'est la médecin de ma mère, donc elle connaissait le passé familial, donc je pense que c'est pour ça qu'elle m'a cru. Mais ouais. Et qu'est-ce que ça t'a permis justement de poser un nom sur ce que tu avais par rapport justement à l'anxiété que tu avais? Est-ce que ça t'a permis de dissocier les deux ou comment ça s'est passé? Non, pour moi les deux sont liés, mais juste ça m'a fait du bien juste mentalement de me dire ok, vraiment il y a un truc, je suis pas folle. Mais sinon en soi, après ça j'étais juste en mode bon ok. Je sais bien, je suis pas folle, mais va falloir bosser dessus du coup maintenant. Va falloir, parce que je sais que c'est très lié à l'anxiété, tout ça, donc c'est très lié à ma tête, quoi. Donc va falloir que vraiment, je travaille dessus pour sortir de là. Mais bon, j'avoue sur le moment, j'étais pas du tout en mode je vais sortir de là, etc. Je pensais juste que ça allait être ça ma vie, mais heureusement, il y a mes proches, ma mère, etc. qui étaient très présents et qui vraiment étaient en mode bon ok, tu vas faire ça, tu vas avoir tel spécialiste, on va mettre ça en place, etc. Parce que sinon sans eux franchement je serais pas là déjà. donc voilà. Et comment ton entourage en dehors de ton cercle familial réagissait à ça? Parce que tu as parlé tout à l'heure du fait que tu as dû annuler des sorties liées à cette anxiété, liées à cette incapacité, impossibilité de sortir à l'extérieur, de prendre les transports, etc. Et comment alors ton entourage, en dehors de ton cercle familial, réagissait?
Franchement, là-dessus, j'étais hyper bien entourée. Parce que mes amis, ils ont. Enfin, je pense qu'ils ne se sont même pas posé la question. Dès qu'il y avait. Quand ils voulaient me voir, vraiment, ils faisaient tout pour que vraiment je sois dans de bonnes conditions. S'ils pouvaient venir chez moi, ils venaient chez moi. Même mes copines de fac, vu que je pouvais pas venir en cours et que je pouvais venir clairement qu'aux examens, elles venaient chez moi m'apporter les cours, etc. Donc, mon entourage, franchement, il a juste été super présent. Franchement, que ce soit au niveau de mes amis ou de ma famille, là-dessus, j'ai vraiment beaucoup de chance. Ils m'ont vraiment beaucoup aidé. Ils m'ont permis de ne pas me sentir seule parce que tu as 20 ans, tu sors plus de chez toi. Ouais. Bon, voilà quoi, il y a plus grand-chose. Donc, franchement, ils ont géré. Même à chaque sortie, ils faisaient en sorte que ce soit des contextes pas stressants. Je sais pas, par exemple, ils me disaient pas, bon, on va au bar, un bar blindé avec plein de foule, etc. Non, c'était plutôt, bon, viens, on va au parc. C'est plus tranquille, c'est à l'air libre, je peux respirer, enfin, voilà. Et les premières fois que ça t'est arrivé, quand tu étais peut-être dans les transports ou à l'extérieur, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là? Je pense dans la tête, il se passe plus grand-chose. Ouais. C'était juste, je me souviens une fois, par exemple, je devais aller à la fête de la musique. Donc, j'étais dans les transports, j'étais dans le RER. RER, jour de fête de la musique, il y a plein de monde. Et moi, je sais pas pourquoi, j'y avais pas pensé. Et j'ai commencé à beaucoup angoisser. Et juste, en fait, dans ce moment-là, j'ai chaud, j'ai le cœur qui bat, j'ai besoin d'être assise pour juste pouvoir me concentrer sur me détendre. Parce que si je suis debout, c'est bête, mais ça fait un petit truc en plus à gérer. Donc, il y a des gens à côté de moi, donc pareil, ça m'oppressait, etc. Juste, je sentais que ça faisait trop. Et dans ce moment-là, juste, j'ai envie de pleurer déjà. Donc, dans ce cas, je sors. Je sors, tant pis, je suis pas arrivée, c'est pas grave, je sors au prochain arrêt. Et juste, je reste à l'air libre, etc. Je respire, je pleure un bon coup. Et voilà. Mais après, souvent, je reprends pas les transports direct derrière. Donc, faut espérer que j'arrive dans un endroit où c'est cool, je peux rester à pied. Bon, quand c'est dans Paris, souvent, c'est pas un problème. Et voilà. Et je mets tout ça en place. Ou alors, j'essaye de faire de l'auto-hypnose. Des fois, ça m'aide, mais quand je suis à l'extérieur, c'est un peu compliqué. Donc, ouais. Et est-ce que tu arrives à identifier, parce que évidemment, tu as plein d'émotions qui arrivent, etc. Mais c'est quoi le déclencheur de, par exemple, les larmes qui coulent, le fait que ça arrive à un point où tu contrôles plus ces émotions-là et que tu arrives jusqu'aux pleurs? Je pense c'est que je me sens oppressée. En fait, il va y avoir un petit truc, je sais pas pourquoi, qui va faire que je suis oppressée. Je sais pas, je vais voir plein de... Enfin, maintenant c'est beaucoup moins le cas, mais à l'époque où c'était très fort, je vais voir tout le monde debout, je vais être un peu serrée, il va faire chaud du coup. Et juste du coup, ça va entraîner que mon cœur va se mettre à accélérer. Du coup, je vais me dire, ok, je vais avoir les mains moites. Je vais me dire, peut-être je peux avoir mal au ventre parce que je stresse. Et tout, en fait, ça va faire des réactions en chaîne. Et quand il y a trop de réactions en chaîne, même si elles n'arrivent pas, juste me dire potentiellement elles peuvent arriver, ça fait Fanny qui pleure. Ouais. Et dans ces cas-là, comment tu fais une fois que tu es sorti? Est-ce que donc tu attends que ça se calme au niveau des transports pour ensuite reprendre les transports éventuellement ou... Que ça se calme au niveau des transports, non, c'est plutôt que moi je me calme. Ouais. C'est plutôt je sors, je m'assois quelque part déjà et je pleure un bon coup, je respire un bon coup. Et souvent, je pars me balader. Parce que me balader, ça me fait beaucoup de bien. Ouais. Donc, si je suis dans un quartier plutôt cool, en plus, c'est sympa. Ouais. Donc, je pars me balader. Et souvent, du coup, c'est plutôt long. C'est plutôt quelques heures. Parce que je repousse au maximum le fait de devoir prendre les transports pour rentrer chez moi derrière. Ou pour arriver à la destination. Ou voilà, ou s'il y a quelqu'un de pas loin, soit je vais chez cette personne, soit je l'appelle en disant voilà, ça va pas, j'ai besoin de toi. Mais voilà. Est-ce que tu as pu voir les conséquences de toutes ces réactions en chaîne et de l'état dans lequel ça te mettait autour de toi? Est-ce qu'il y a eu un effet sur ton travail, sur la fac, tes études peut-être, etc. Comment tu as pu manager les deux, gérer les deux entre tous ces ressentis et les tâches que tu devais faire? Déjà, pour la fac, je pouvais plus aller en cours. Et pour le coup, à la fac, les amphis sont pas obligatoires, mais les TD le sont. Et moi, je pouvais pas y aller. Donc, mon médecin me faisait des attestations, disant que j'étais en incapacité d'aller en cours. Donc, déjà, il y avait ça. Mais du coup,
on va dire heureusement que je suis bonne élève et que surtout mes copines m'ont vraiment beaucoup aidé là-dessus et qu'elles m'apportaient tous les cours et qu'elles m'expliquaient tout. Parce que du coup, je devais travailler de chez moi les cours auxquels j'assistais pas, les TD que j'assistais pas. Et voilà, donc déjà, ça, c'était un peu dur à gérer. Et toute l'année, j'étais en mode, est-ce que je vais avoir mon année? Et franchement, je sais que sans mes copines, je l'aurais pas eu déjà. Parce que franchement, c'est elles qui m'ont vraiment beaucoup soutenue là-dessus. Il y avait les examens où je me disais, OK, les gens, ils stressent de base pour les examens, normal pour les partiels. Moi, en plus de gérer l'examen, je dois me gérer moi. Et c'est peut-être plus dur que de gérer l'examen. Donc, ça fait plus de fatigue, ça fait que t'es pas concentré à fond, en plus, les partiels, c'est un cadre un peu stressant parce que t'es dans un amphi, t'es enfermé. Si tu sors, c'est que tu dois rendre ta copie. Donc, j'étais en mode, OK, je dois me gérer moi. L'examen, c'est secondaire un peu. Ouais. Donc, il y a ça pour les cours. Et ensuite, pour le boulot, les stages que j'ai dû faire pendant les études, je devais chercher des stages 100% à distance. Donc ça, c'était pas facile à trouver non plus. C'était pas forcément des stages qui me plaisaient, mais bon, fallait les faire. Et pour le boulot, on arrive à l'incubateur. Parce que l'incubateur, j'ai failli ne pas postuler. Ah ouais. Parce qu'il est à Saint-Ouen. Et j'étais à 1 heure de trajet de chez moi, donc c'est long. Je me sens pas capable de le faire. Et il y a juste un jour, je me dis, bon, vas-y, Fanny, postule. À tout le monde, t'es pas prise, mais au moins, t'auras pas de regrets. J'ai été prise. Mais l'incubateur, jusqu'au dernier moment, enfin, jusqu'à 1 heure avant, j'étais en mode, OK, non, mais j'irai pas, c'est pas possible. Donc, ouais, fallait gérer ça aussi. Et je pense que j'ai pu louper quelques opportunités. Bon, c'est pas grave, c'est la vie. Mais j'ai pu louper quelques trucs à cause de ça. Et qu'est-ce qui t'a permis de dépasser toutes ces craintes-là, toutes ces appréhensions? Pour la partie en cours, ce que je disais tout à l'heure, j'ai pas le choix. Ouais. Parce que j'avais pas envie de redoubler mon année. Et vu que dans ma tête, j'étais en mode, je sais pas si ça va finir un jour cette anxiété, que je fasse les partiels là maintenant ou dans 1 an, potentiellement ça change rien, donc autant m'en débarrasser. Et après là, pour l'incubateur, c'est juste que j'étais choquée d'avoir été prise. Donc j'étais, je peux pas être prise et dire ah non. Et je sais que en fait, je suis très en mode je vais le regretter si je le fais pas. Donc au moins j'essaye et on verra bien. Donc je mettais tout en place pour que ça se passe bien, mais je voulais au moins essayer quoi. Et est-ce qu'il y a eu des moments où il y a certaines paroles que tu as reçues de l'extérieur ou certaines rencontres peut-être qui ont marqué un changement à un moment donné dans ta construction à ce niveau? En rencontre, je dirais en 3e année du coup, quand là j'ai eu mon pic, on va dire, d'anxiété. C'est là où, étonnamment, j'ai rencontré mes meilleures copines de fac. Les quelques semaines où je suis venue en cours au début, c'est à ce moment-là que je les ai rencontrées. Et comme je disais tout à l'heure, sans elles, j'aurais pas eu mon année. Et voilà. Et après, ouais, globalement, ça reste mes amis. Il y en a une en particulier à la fac où je sais que quand ça allait pas, par exemple, quand je pleurais dans la voiture parce que j'étais super angoissée, je pouvais l'appeler et elle allait m'attendre au parking. Et je savais qu'elle allait être là pour me gérer, on va dire, pour me calmer, etc. Donc, je sais pas s'il y a des paroles en particulier, mais juste sentir la présence des gens. Déjà, ça faisait tout et sentir que ils me jugeaient pas. Enfin, juste, ils savaient que j'étais stressée, que c'est ma nature, et que voilà, j'avais eu des choses qui m'avaient stressée. Et de voir que juste, ils étaient là et ils étaient en mode, OK, t'inquiète, on a tout notre temps, il n'y a rien d'obligatoire. Enfin, chill, ça va aller. Et à quoi ça te fait penser aujourd'hui, là, quand on parle, Ouais. quelle est la grosse différence entre la Fanny, justement, d'avant et la Fanny d'aujourd'hui qui est face à moi? Je dirais que j'arrive plus à prendre du recul. Parce que quand tu stresses, déjà, c'est tout le temps. Par exemple, moi, il y a une des questions qu'on me pose, c'est là, pourquoi t'es stressée? Je sais pas, c'est juste moi, c'est juste un tout. Je peux pas te dire un élément particulier qui me stresse, mais je sais comme ça, je suis stressée au quotidien. Et quand t'es stressée, c'est tu vois proche. Tu vois chaque élément proche, etc. Tu vas voir les gens autour de toi, etc. Mais tu vas pas réussir à prendre du recul et voir ce qui t'entoure, alors que maintenant, je prends du recul, je suis dans les transports, je suis en mode, oui, bon, OK, maintenant, chaque arrêt que je détaillais, que je scrutais, je savais qu'il y avait 1 minute entre chaque arrêt, etc. Maintenant, je suis juste en mode, bon, OK, j'ai 10 minutes de métro, quoi. Enfin,
Donc, c'est plutôt prendre du recul sur tout ça et se dire, ouais, au final, c'est que ça, quoi. C'est pas à chaque élément décortiqué. Ouais. Tu as parlé tout à l'heure d'hypnose, Ouais. d'auto-hypnose aussi. Ouais. Comment ça s'inscrit dans cette histoire? En fait, c'est mon ancien médecin traitant qui s'est formé à l'hypnose. Et du coup, j'en avais déjà fait un peu au lycée, mais pour vraiment d'autres trucs, pour me concentrer mieux en cours ou ça. Enfin, rien à voir avec mon stress, en tout cas de souvenirs. Et c'est quand j'avais arrêté après le lycée. Et c'est après, quand on lui a raconté tout ce qui se passait, il était OK, bon, on va essayer l'hypnose, parce que j'étais très réceptive, il s'en souvenait. Donc, il était OK, on va réessayer, je pense ça peut bien l'aider. Et du coup, c'était une fois par mois, j'allais le voir et j'avais ma petite séance d'hypnose. Et après, petit à petit, il m'a appris à faire de l'auto-hypnose pour me remettre un petit peu, en tout cas, dans cet état. Et par exemple, du coup, ce que je faisais, c'est que 10 à 15 minutes avant de partir, j'étais OK, je m'accorde 5, 6, 7 minutes où juste je me remets dans cet état, parce que cet état, juste, il me détend, le cœur, il arrête de battre vite, les mains, elles sont plus moites et il m'apaise. Et ça consiste en quoi, cette méthode-là? Est-ce qu'on peut en parler? Ah bah, il n'y a rien de secret. Je sais pas trop comment ça se passe, mais c'est en gros, du coup, il me connaît bien, je dis ce que je veux bosser, etc. Et en fait, moi, je ferme les yeux et il me parle. Et petit à petit, quand il me parle, ça peut être une histoire ou, par exemple, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que j'ai ma petite île dans ma tête. Du coup, une petite île qui est venue spontanément. En fait, c'est que la première fois, je devais penser à un lieu qui me faisait du bien. Moi, ça a été direct une plage. Et du coup, ça s'est transformé plutôt en île où il n'y a personne. Il n'y a personne qui m'oppresse. Et du coup, c'est juste, je m'imaginais cette île pendant qu'il me parlait. Et il me disait, OK, là, par exemple, je sais pas, t'entends le bruit des vagues, etc. Et ça fait un peu comme une histoire. Et moi, dans ma tête, tout se déroule. Et sachant que je suis assez créative, j'ai pas mal d'images qui me viennent. Et mon île, elle part un peu dans tous les sens, mais elle me correspond. Et voilà, il me parle. Et en fait, moi, du coup, petit à petit, j'entre en état hypnotique. Du coup, tu peux avoir des pensées parasites qui viennent en mode OK, ah putain, j'ai le chemin du retour à faire, etc. Mais maintenant, j'arrive à mettre assez dans une bulle, à me dire OK, cette pensée, elle arrive et elle repart aussitôt. Et du coup, tu es dans cet état second un peu, qui te détend complet. Et après, tu es de tension, mais tu es hyper détendu. Et ouais, c'est pendant 20-30 minutes qu'il te parle. Et pour le coup, ça, j'ai vraiment vu la différence dès le début, parce que quand j'y allais, j'avais 40 minutes de trajet. Les 40 minutes à l'aller, je pleurais, c'était la cata, etc. Le retour, je le voyais même pas passer. Le retour, j'étais détendue, limite, je pouvais louper l'arrêt. Donc voilà. Justement, ça allait être deux de mes questions. La première, c'est effectivement avec les pensées parasites. Ouais. Parce que j'aurais tendance à penser, et je pense plusieurs personnes aussi, au fait que quand tu es tranquille avec toi-même, tu as plusieurs pensées comme ça qui arrivent, etc. Comment tu les fais partir moi, en sachant que tu es censé te concentrer sur un truc? T'as pas besoin. Après, moi, je sais que je suis assez réceptive en hypnose, mais t'as pas besoin de te concentrer. C'est juste. Il n'y a pas d'effort à faire, c'est juste quelqu'un te parle. Et moi, je sais que quand on me parle et que je suis un peu dans cet état-là, les images, elles viennent toutes seules. D'accord. Enfin, je vois mon île, il y a des petites attractions dessus, je vois mes petites attractions. Donc, je n'ai pas besoin de faire cet effort de me concentrer. Et pour les pensées parasites, je fonctionne beaucoup par image. Je ne sais pas si c'est le cas pour la majorité, mais vraiment, moi, ce qui m'a aidée pour ces pensées-là, c'est que je me mets dans une bulle un peu. Je sais pas si tu vois les bulles quand tu es à la kermesse ou à la fête foraine et que tu as les grosses bulles pour courir sur l'eau. Les grosses bulles transparentes. Je m'imagine dans une bulle comme ça qui me prend de la tête aux pieds et juste, je vois la pensée et hop, elle rebondit dessus et elle repart. D'accord. Et voilà. Mais après, ça a mis un peu de temps. Au début, j'avais beaucoup de pensées parasites et plus ça avance, et voilà. Plus elles partent facilement. Moi, tu as répondu à la deuxième. C'était quoi? À la deuxième question qui était est-ce que tu en as de moins en moins des pensées parasites, justement? Est-ce que tu évolues à tel point où, en fait, tu en as beaucoup moins qu'au début? Au début de la séance, j'en ai toujours un peu. Après, j'adore tellement mon île ou la séance où je suis. Enfin, vraiment, la séance, je crois, il me parle pendant 20-30 minutes. Dans ma tête, ça dure 5 minutes. Tellement je suis bien, je suis détendue, etc. Donc les pensées, maintenant, elles partent comme ça. Et comment tu arrives à reproduire, du coup, cette
instance sur toi-même? Je dirais, c'est un peu... Au début, c'est un peu comme de la sophro, parce que j'ai fait de la sophro aussi, du coup. Donc, je me pose, soit je m'allonge, soit je m'assois, etc., mais un truc confortable. Je respire un peu, et du coup, ça, c'est plutôt la partie sophro. Et après, juste, je m'imagine mon île, je m'imagine moi sur ma petite île dans ma tête, et ça m'aide. Juste, je m'imagine faire ma petite vie sur mon île. Enfin, voilà, nager, bronzer, voilà, faire du toboggan. Et c'est quoi le gros changement que ça a eu sur toi de faire de l'auto-hypnose, de faire de l'hypnose et de la sophrologie? Vraiment, c'était... En fait, vu que quand je dois sortir, le moment où je stresse le plus, c'est avant de sortir. Parce que c'est là où je me dis, j'imagine tout ce qui peut arriver. Et du coup, ça permettait de calmer ce moment-là. Parce qu'une fois que je suis lancée dans le truc, on va dire, surtout si ma tête elle est occupée, mon anxiété, elle part un peu. Mais avant de partir, j'imaginais tout. Alors, du coup, déjà, les 10 dernières minutes avant de partir, je pouvais pas penser parce que, du coup, j'étais concentrée sur moi et pas sur ce qui pouvait potentiellement arriver. Donc déjà, ça... Voilà. Et ouais, ça faisait que du coup, au lieu de partir dans un état de stress que j'avais, où je partais, j'avais déjà le cœur qui battait alors que je n'étais même pas encore sortie de chez moi, là, je partais de tension. Ouais. et voilà, et je pouvais quand même stresser derrière, mais ça évitait de faire cet effet, encore une fois, réaction en chaîne. Neige, Ouais, voilà. Ouais. Et ça reste combien de temps les effets de l'hypnose et de l'auto-hypnose? L'hypnose, quand j'y vais, vraiment, ça dure un... Et en fait, c'est un tout. Je dirais, sur le moment, je me sens vraiment un peu dans les vapes, on va dire, quelques dizaines de minutes après. Et souvent, c'est pour ça que j'évite de reprendre le métro direct derrière. Et plutôt, je suis en mode, je vais marcher un peu. Enfin, voilà. Après, l'auto-hypnose, c'est beaucoup plus court. C'est plutôt quelques minutes. Mais je pense, à long terme, la répétition fait que, juste dans ton quotidien, ça te fait baisser ton stress. C'est pas juste des pics, on va dire. Je pense que c'est vraiment une diminution globale. Ouais. J'arrive totalement à imaginer, ouais. Parce que c'est quelque chose que j'avais testé, moi, c'était pour l'anglais. Parce que autant l'anglais? Ouais. Enfin, c'est pas pour parler anglais, mais plutôt pour prendre la parole en anglais. Pour oser? Pour oser prendre la parole en anglais et diminuer le stress. Parce qu'en vrai, j'ai pris un parcours où on a énormément de présentations. Faire des présentations en français, ça m'a jamais posé problème. Enfin, si, ça m'a posé problème au collège, 1 ou 2 fois. Ouais. Après, c'est vite parti. Après, tu fais des podcasts. Donc, oui. Donc, tu vois. Si c'est un problème, les présentations seraient compliquées. Exactement. Mais c'est vite parti et depuis, du coup, jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais eu de problème, en tout cas, à présenter en français. Mais par contre, l'anglais, ouais. Non, c'est autre chose. Ah, je comprends, moi aussi. C'est vrai que je suis dans un parcours où on parle anglais. Après, aujourd'hui, maintenant, j'ai aucun problème à prendre la parole en anglais. C'est juste que ça me fait chier parce que j'aime pas l'anglais. Mais en termes de stress, en tout cas, c'est beaucoup moins. Et ouais, du coup, j'avais testé une seule séance. Ouais. Et j'avais arrêté parce que justement, il y avait toutes ces pensées parasites et j'arrivais pas justement à... Enfin, j'ai trouvé que j'arrivais pas à être réceptif. Après, c'est en visio aussi. Donc, je sais pas s'il y a une différence. Mais moi, je suis réceptive en visio. Après, je sais que je suis très réceptive. Mais ouais, du coup, j'avais fait un truc où il y avait une forêt, des trucs, je devais ramasser des feuilles et tout. J'ai essayé de ramasser les feuilles, mais j'avais aussi mes pensées qui étaient là. Attends, il est comment là le canapé? Est-ce que c'est bien là? Est-ce que tu dois changer de position et tout? Et c'était assez marrant. Ouais, où il y a ceux aussi qui ont du mal à avoir des images. Enfin, qui ont moi, pour le coup, j'ai zéro problème à imaginer quelque chose, mais il y en a, juste, tu leur dis, ouais, imagine ça, ils sont en mode, j'arrive pas. Je peux pas avoir cette image dans ma tête. Ouais. Justement, une fois que tu vois toute cette évolution, ça arrive, maintenant tu es au travail, tu travailles et les sorties, peut-être, est-ce que ça change au niveau de tes sorties, au niveau de ton comportement pour profiter, justement, tout à l'heure, tu as dit tu es plus ville que campagne. Est-ce que ça te permet de plus profiter de la ville? Maintenant que j'ai réussi à calmer un peu, il y a pas photo. Avant, juste je vais
par exemple, je vais aller voir mes potes, donc aller dans leur maison, leur appart, etc. Donc, des lieux pour moi safe. Donc, où je me dis, OK, il peut rien m'arriver, j'ai pas de raison de stresser, il y a que le trajet qui peut me stresser potentiellement. C'était quand même un effort. Je vais vraiment, dans ma tête, je me souviens, j'avais mon agenda et c'était vraiment l'événement de la semaine. Ouais. Là, maintenant, je peux sortir plusieurs fois par semaine. Il n'y a pas de souci, vraiment, il y a une énorme évolution. Même l'incubateur a plus d'1 heure de trajet. Maintenant, je peux te le faire chill. Je peux encore stresser, mais je peux te le faire hyper chill parce que voilà, j'ai des trucs à faire sur mon téléphone, etc. Alors que rien qu'en janvier, je pleurais pour y aller. Donc non, ça a vraiment beaucoup changé. Ça fait que je peux voir mes potes à d'autres endroits que chez eux. Je peux aller dans des lieux publics. Il y a quelques trucs encore que je refuse de faire, comme les festivals, les concerts, etc. Parce que je pense que je pourrais le faire, mais en amont, ça serait trop de stress et le jeu en vaut pas la chandelle, je trouve, pour l'instant. Même s'il y a des petits trucs qui se mettent en place pour les stresser, les anxieux comme moi, comme je sais pas si tu connais Marine LB. Ça me dit quelque chose. Une youtubeuse, elle a mis en place Maison Bulle. Et c'est une petite bulle où ta petite safe place pour quand t'es anxieux et qu'elle met ça en festival. Et voilà. Du coup, il y a des petits trucs qui se mettent en place, donc ça aide. Bon, peut-être un jour, je pourrais. J'aimerais bien. Mais voilà. Mais du coup, je peux faire beaucoup plus de sorties. Mais il y a encore quelques trucs où je suis en mode, ça, je préfère pas, ça vaut pas le coup. Ouais. Tout à l'heure, on en a parlé un petit peu ce que la peur t'a apporté. C'était le dépassement de soi. Et qu'est-ce que aujourd'hui l'anxiété et tout ce parcours t'a appris sur toi-même et de manière générale sur ce que toi tu pouvais faire? Que je pouvais faire plus que ce que je pensais, que fallait pas que je me limite à ce que je pense, mais plutôt que je me dise fais et tu verras. Et du coup, ça m'a, je pense, appris à aussi me dire ok, maintenant que ça va plutôt mieux, me dire ok, t'as la santé, enfin t'es bien entouré, tout va bien dans ta vie, kiffe quoi. Donc ça, je pense, c'est un truc que j'aurais pas eu parce que du coup maintenant j'ai une grosse notion, je prends ma santé en compte. Je sais pas, j'ai une décision à prendre qui pourrait être importante ou quoi, je me dis par exemple, je sais pas, truc tout con, on me dit vas-y Fanny, est-ce que tu vas aller en festival avec nous? Je vais me dire ok, est-ce que ça vaut le coup niveau santé? Et voilà, du coup, je pense que ça fait que j'ai un peu plus une notion de santé que la plupart des gens de mon âge. Mais ça fait aussi, je pense que derrière, je profite beaucoup plus. Parce que je sais d'où je viens, je sais qu'il y a encore peu... je sais que dans la rue, c'était compliqué. C'était un gros effort pour moi. Donc, je pense que ça fait que je profite beaucoup plus. Je vois. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu vois un comportement différent par rapport à ton entourage? Comment ton entourage accueille cette évolution? Parce qu'effectivement, il y a ton évolution et comment toi tu l'as accueilli, comment tu as senti l'évolution, mais ton entourage, comment ça se passe? Comme je disais, je suis super bien entourée et juste mes amis sont, que ce soit mes amis ou ma famille, ils sont trop mignons là-dessus. Parce que quand j'ai des petits coups de mou en me disant, quand je stresse, je sais pas, pour un petit truc, juste ils sont en mode, mais Fanny, regarde où t'étais, tu peux être fière de toi, regarde d'où tu viens, etc. Et pour le coup, que ce soit mes amis ou ma famille, ils sont super là-dessus et c'est les premiers à me rappeler que je peux être fière de moi, de tout ce que j'ai accompli, parce que je le dois presque, parce qu'ils m'ont beaucoup, beaucoup aidé, qu'à moi, quoi. Justement, c'est une des questions que j'aime bien poser. Aujourd'hui, est-ce que tu te sens fière de toi? Oui, complet. Franchement, il y a des fois où j'oublie un peu tout ce que j'ai fait. Je suis juste en j'arrive pas à faire ça, tout le monde peut le faire à mon âge, pourquoi moi j'arrive pas? Juste, je me remets en tête comment j'étais et je suis juste trop contente. Par exemple, l'autre jour, je devais prendre les transports. Sur les transports, c'était vraiment une très très grosse angoisse vu que c'est un endroit fermé où t'es un peu bloqué comme dans une salle d'attente. Et je devais prendre les transports plus d'1 heure, donc quelque chose qui à la base me stresse beaucoup et qui il y a quelques mois me stressait encore beaucoup. Et je me disais, il y a quelques mois, pour le même trajet, voire plus court, t'étais en pleurs, tu pleurais, t'étais pas bien, etc. Et là, juste tout va bien, tu stresses à peine. Et du coup, je me suis mise à pleurer parce que j'étais contente de ça. Mais non, là, franchement, je suis vraiment super contente d'avoir avancé, d'avoir eu ce déclic dans l'année en plus. C'est vrai qu'en plus, en te voyant, en tout cas de l'extérieur,
on n'imagine pas Ouais. ce par quoi tu es passé Ouais. pour te voir sourire, te voir interagir aussi avec les gens, etc. Ouais, bah après, j'ai beaucoup appris à jouer la comédie, on va dire. Ouais. À me dire, ok, bon, bah, t'arrives dans un événement, fais genre que tout va bien. Et voilà, plus tu feras genre, plus ça sera la réalité. Et ce que j'étais là, en plus, si les gens voient que je vais pas bien, plutôt avec des personnes que je connais pas trop, pas avec mon entourage, bah, j'ai pas envie je sais pas comment ils réagissent, j'ai pas envie que on s'en serve contre moi. Du coup, j'ai beaucoup appris à jouer un peu la comédie et bon, maintenant ça va. Maintenant, il y a un peu moins de comédie. Oui, ouais, c'est ça. Maintenant, c'est plutôt la vraie Fanny. Tout à l'heure, tu as parlé d'une période qui était marquante, qui était le décès de ton meilleur ami, qui s'est produit dans la période où toi, tu n'étais pas forcément bien. Ouais, c'était pas à mon pic d'anxiété, mais ouais, c'était il y a 2 ans, donc c'était encore quand c'est compliqué de sortir, quoi. Parce que comment ça se passait, comment ça s'inscrit cette histoire-là dans la tienne? Lui déjà, il est décédé d'un cancer. Du coup, depuis qu'il s'est déclaré au lycée, quand on était au lycée, donc déjà il avait cette grosse notion de santé. Que forcément, t'es touché par un cancer, c'est pas rien. Donc, on va dire c'était très sain. Enfin, quand je devais annuler, il allait pas me prendre la tête du tout. Il était en mode, ok Fanny, je comprends. Vraiment, je vais pas te le reprocher. Du coup, c'était très très sain. Et même quand on se voyait, c'était plutôt chez lui, parce que lui, il venait aussi chez moi, mais il y a des périodes où forcément pour lui, il était plus fatigué, etc. avec le traitement et tout. Et même quand j'allais chez lui, que ce soit lui ou toute sa famille, ses 2 parents étaient au courant de tout ce qui m'arrivait. Donc, je savais que quand j'allais chez eux, c'était un peu comme je disais tout à l'heure, c'est une safe place. C'était pas au point que ce soit chez moi, parce que chez moi, c'est mon cocon, mais c'était vraiment un endroit où je pouvais me dire, ok, il m'arrive quoi que ce soit, je stresse, etc. Je sais que je suis dans un bon environnement. Donc voilà. Après, ça a pas mal marqué dans le sens où quand tu perds quelqu'un j'avais 22 ans, du coup, quelqu'un d'aussi proche et qui était aussi jeune. Forcément, ça laisse des séquelles. Et ce que je disais tout à l'heure, le côté où maintenant je me dis, j'ai la santé, etc. Voilà, kiffe ta vie. Ça l'a encore plus renforcé, parce que juste, je me dis, moi, j'ai la chance d'être en bonne santé quand même. J'ai la chance d'être là, de pouvoir faire ma vie globalement, même si oui, il y a quelques trucs que je peux pas faire, mais c'est pas grave, quoi. Je vais pas en concert, ok, c'est pas grave. Ça fait que maintenant, je me dis encore plus, ok, j'ai la chance d'être là, j'ai la chance d'être bien, de pouvoir faire ce que je veux, donc voilà, profite. Et si tu revoyais justement cette jeune fille qui était à cette période-là, pas bien, anxieuse, etc., qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais que ça peut avoir une fin, parce que j'y croyais pas du tout, quand on me disait oui, tu vas travailler sur toi, etc. Dans un petit coin de ma tête, il y avait le petit espoir en mode oui, bon, peut-être je vais redevenir comme avant. Mais dans la tête, ça allait être ça ma vie, comme m'avaient dit les médecins d'ailleurs. Voilà, c'est ça ta vie, fais avec. Donc je dirais, t'inquiète pas, ça a une fin, c'est pas si loin que ça. C'est des hauts, des bas, ça demande beaucoup de travail sur toi, mais c'est possible. Et c'est pas non plus insurmontable. Donc ouais, je dirais ça. Et tu penses que elle te dirait quoi? Ouais, on verra. Franchement, je me serais pas cru. J'aurais été, oui, bon, ok, tu me dis ça parce qu'il faut garder espoir, mais on verra. Sacrée Fanny. C'est ça. J'aurais été, oui, cause toujours. Ouais, c'est ça. Ouais. Et si aujourd'hui, le micro que tu as devant toi pouvait s'adresser à toute la planète, le message que tu vas délivrer, tout le monde va l'entendre. Qu'est-ce que tu aimerais passer comme message? Waouh, ok, ça c'est une bonne question. Je dirais, du coup, je m'adresserais plutôt aux personnes quand même anxieuses. Non, déjà pour les personnes pas anxieuses, souvent ils comprennent pas pourquoi on est anxieux. Parce qu'ils sont là, voilà, t'es dehors, qu'est-ce qui t'arrive? Voilà, pourquoi tu stresses? Voilà, cette question-là, pourquoi tu stresses? Déjà, genre d'arrêter de poser cette question, ce qui est juste horrible. Ou alors dire non, mais ça va aller. Pareil, cette phrase ne sert à rien, c'est même pire. Donc, je leur dirais d'arrêter toutes les petites phrases bateau comme ça et d'essayer plutôt de se
concentrer sur vraiment la personne ou juste essayer de l'apaiser ou juste si elle n'a pas envie de parler, la laisser tranquille. Donc ouais, pour toutes les personnes qui ne comprennent pas les anxieux, je leur dirais, vous pouvez pas comprendre, vous savez pas par quoi on passe. Mais si on en est là, c'est qu'il y a forcément des raisons, il y a des petits traumas, on va dire, ou des choses qui nous ont poussés à être comme ça. Et pour les anxieux, je dirais que c'est possible de guérir, ça laisse des séquelles. Moi, je pense que je serai jamais totalement comme j'étais avant de vraiment avoir ma phobie de sortir. Mais je vis très bien ma vie, je suis très heureuse et je vais pas dire que je suis contente de l'avoir eu, parce qu'il faut pas abuser, mais ça m'a donné un autre regard sur le monde et je dirais qu'il y a quand même beaucoup de positifs à tirer, même si sur le moment on le voit pas et que vraiment ça a une fin et qu'en plus, comme je disais, il y a de plus en plus de choses qui se mettent en place, on en parle de plus en plus et ça fait du bien de pas se sentir seul et qu'au final, je pense, les anxieux comme ça de sortir, en tout cas, on traverse tous un peu la même chose. On n'a pas les mêmes symptômes, les mêmes raisons, mais je pense au final, on a un peu les mêmes peurs et les mêmes petits réflexes. Donc voilà, on n'est pas seul, quoi. Et justement, dans tes réflexes à toi, aujourd'hui, est-ce que tu as encore ces réflexes-là où tu as une crainte qui arrive et tu dis non, mais en fait, non? Ouais, j'ai encore une routine, on va dire, avant de sortir, qui est beaucoup moins présente. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple, l'auto-hypnose, etc., je le fais pas forcément maintenant. Mais voilà, il y a des réflexes aussi où je vais me dire, OK, avant de partir, si je dois manger, je vais manger quelque chose qui me rassure. Je vais pas m'aventurer dans de la nourriture que je connais pas, qui potentiellement pourrait me faire peur. Je vais surtout pas oublier mes écouteurs ou mon casque. Ça a été la révolution. Ouais, vraiment, quand j'ai eu mon casque, du coup, mon casque pour mettre de la musique, mais avec de la réduction de bruit, ça a tellement aidé pour quand je prenais les transports, etc., juste d'être dans ma bulle, ou même dans les magasins. J'ai mon casque, on me parle pas, et voilà. Donc, j'ai encore des petites habitudes, mais elles tendent à disparaître, mais je pense que j'en garderai toujours un peu. Et s'il y a quelque chose qu'aujourd'hui, tu aimerais changer contre une autre? Changer, c'est-à-dire? Quelque chose que tu aimerais améliorer, faire évoluer, comme tu l'entends, comme tu la visualises. Ouais. Contre autre chose que tu as aujourd'hui, ça serait quoi? Wow. Ok, alors que j'aimerais atteindre 2 trucs, mais qui sont très liés du coup. Soit vraiment avoir confiance en moi, voilà, avoir confiance en moi, et l'autre, juste stopper ma tête, des fois. Juste se dire, là on coupe. Mais c'est très lié, du coup, c'est un peu le point commun, c'est les questionnements qu'on a. Donc je dirais stopper ces questionnements. Après, contre quoi? Ah ouais. Du coup, c'est simple, je prendrais confiance en moi et j'enlèverais tous mes questionnements. Là, ça serait le meilleur des mondes. C'est pratique. C'est pratique. J'ai plus à tout planifier dans ma tête et j'ai confiance en moi. Et qu'est-ce qui t'a permis aujourd'hui de travailler ta confiance? Qu'est-ce qui t'a permis aujourd'hui de travailler ta confiance? Je pense, déjà professionnellement, j'adore ce que je fais. Je suis avec des personnes qui sont hyper valorisantes, etc. Donc forcément, ça aide beaucoup. Surtout que j'ai arrêté mon projet, mon projet perso sur l'EdTech. Donc forcément, au niveau confiance en soi, à ce moment-là, t'es juste en mode, super. Et ensuite, j'ai trouvé ces personnes-là et elles sont très valorisantes, elles sont hyper gentilles, etc. Donc niveau pro, ça m'a beaucoup aidé de trouver ma place, on va dire. Ouais. Après, niveau perso, je pense que c'est de voir ce que j'arrivais à faire. Si je me dis, quand même, pour mes 24 ans, il y a forcément pire dans la vie. Mais je me dis, ça, je pense que j'ai eu pas mal de trucs. Je suis quand même là où je suis. Donc, je suis contente. Je vois là où j'étais il y a des années. Et comme je disais tout à l'heure, je le dois quasi qu'à moi. Donc ouais, je pense que ça a pas mal contribué, ça. Avec tout ce parcours-là, toutes les craintes qu'il y a eu avant, toutes les peurs, le fait que tu as abordé là, que tu as abandonné un projet, qu'est-ce que ça a eu comme séquelles, tout ça? Est-ce que tu sens encore qu'il y a eu des séquelles qui restent sur toute cette trajectoire? Les séquelles classiques de stress, de tout planifier, etc. Comme je disais, je vais au resto, je regarde la carte avant. Je sais déjà ce qu'il y a à la carte quand j'arrive au resto, je sais déjà ce que je veux, pas besoin de réfléchir. Donc, de tout planifier, ça, je pense que c'est des séquelles. Bon, après, c'est dans mon caractère aussi, mais qui vont rester, je pense.
Après, le fait d'avoir eu ça, d'avoir été un peu malade, on va dire, j'ai toujours peur que ça revienne, parce que ça arrivait, je sais pas trop l'expliquer pourquoi ça arrivait, même si je pense tout ce qui est contexte Covid, confinement et tout, va pas du tout aider. Mais je me dis, ça peut arriver à tout moment. Et du coup, quand déjà il y a ça où je me dis, à tout moment, tout s'enchaîne, même si je pense que je le gérerai mieux, j'espère, parce que maintenant j'ai plus de clés en main, mais on sait jamais, ça peut revenir. Et aussi, du coup, en général, dans ma vie, j'ai toujours peur que les choses s'arrêtent. Par exemple, le boulot, là, pendant longtemps, et même encore un peu aujourd'hui, je me dis, à tout moment, c'est bien, ça se passe trop bien, mais à tout moment, tout peut s'arrêter. Comme avant d'être malade, on va dire, j'allais très bien. Tu vois, j'allais super bien dans ma vie, je kiffais ma vie, et tout s'est arrêté parce que je suis tombée malade, ou alors mon meilleur ami est décédé, donc tout s'est arrêté. Enfin, voilà, donc j'ai toujours un peu cette peur que tout s'arrête. Quand ça se passe bien, que tout s'arrête. Et comment tu arrives à la chasser? Je sais pas trop si j'y arrive, mais juste j'essaye de pas y penser. Ouais. Après, c'est pas facile, mais je pense que ça, c'est encore un point où j'ai un peu du mal à gérer. Ouais. Juste mais encore, je sais même pas si j'y pense vraiment. Je pense que c'est plutôt inconscient dans ma tête et en continu, on va dire. Mais ouais, j'essaie, quand ça arrive, je me dis, bon, allez, Fanny, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. C'est bon, on passe à autre chose. Et quel impact ça a eu sur toi? Parce que tout à l'heure aussi, on a parlé de l'image que les autres pouvaient avoir de toi. Mais toi, quelle image tu penses que les autres ont de toi, ou quelle image que tu souhaites que les autres aient de toi? Alors, sur le moment, quand ça allait pas, juste l'image que j'avais de moi et que je me disais que les autres ont de moi, c'est de un, c'est une drama queen. C'est bon, comme un peu les médecins m'avaient fait ressentir, c'est bon, t'as mal au ventre, tu stresses, oui, comme tout le monde, quoi. Ouais, du coup, elle en fait des tonnes. Et elle est un peu fragile. Ouais. Donc ça, c'est un peu l'image que j'ai eue pendant longtemps, que potentiellement, peut-être des gens ont eu de moi, mais je sais que c'est pas des gens proches de moi à l'heure actuelle, ou qui étaient proches de moi à ce moment-là. Donc, leur avis, je m'en fous un peu, quoi. Ils pensent ça s'ils veulent. Et à ce moment-là, tu avais déjà ce détachement? Non, pas du tout. Ah non, maintenant, avec le recul... oui, c'est du coup, vu que j'étais pas bien et que je pouvais plus sortir, forcément, ça fait un peu un tri dans mes proches. Parce que je disais, moi, je peux pas venir vous voir, donc si vous voulez qu'on se voit, il faut venir à moi. Ceux déjà qui comprenaient pas, c'était next, mais ça se faisait tout seul. Enfin, c'était juste, forcément, on pouvait pas se voir, tu t'éloignes. Donc, petit à petit, ça fait un peu un tri. Donc, après ce tri, j'ai compris que tu penses à moi, je m'en fous, pense à moi. Mais avant ça, j'étais plutôt en mode, non, il a raison de penser ça de moi. Ah ouais? Ouais. Du coup, ça te faisait en fait acquérir les pensées des autres. Tu te disais que tu étais comme ce que les autres pouvaient se dire de toi. Ça, je me disais, à notre âge, on a 20 ans, on est un peu tous pareils. Et il y a moi qui suis comme ça. Déjà, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi ça tombe sur moi? Encore une fois, il y a largement pire, mais j'étais juste là, pourquoi ça tombe sur moi? Est-ce que c'est vraiment moi qui en fais des tonnes? Enfin, c'était plein de questions. Et je voyais les autres faire leur vie, où juste eux, ils étaient en mode, venez, on sort ce soir. Et pour eux, c'était juste on sort. Et pour moi, c'était tout un travail, c'était plein de questions, c'était une préparation mentale limite. J'ai l'impression que je parle d'un marathon. Mais c'était beaucoup de choses pour juste, un peu comme tu disais dans l'intro, me sentir à ma place et juste être là. C'était un gros effort. Et après, il y a tous les efforts classiques à faire, genre sociabiliser, etc. Et du coup, ça a créé un gros décalage avec les autres. Et même niveau fatigue, du coup, j'étais beaucoup plus fatiguée parce que ça me prenait beaucoup d'espace dans la tête. Là où les autres, c'était leur quotidien. Ouais. Et comment tu arrives à travailler ça, à prendre ce recul, ou à te dire, finalement, je ne suis pas ce que les autres pensent de moi? Ça, je pense, c'est vraiment mes proches. C'est vraiment à force qu'ils me disent, Fanny, voilà, c'est pas grave. Ça se comprend que tu sois comme ça, t'as eu ci, t'as eu ça, etc. Du coup, voir qu'ils comprenaient, qu'ils le pensaient vraiment. C'était pas juste, oui, bon, je te le dis parce que je sais que t'as besoin d'entendre ça. C'était vraiment, je les connais, donc je sais qu'ils le pensent. Donc ça, je pense, pour le coup, ça vient pas de moi, mais ça vient d'eux. Que, comme je disais, j'ai un très bon entourage et ça, j'ai vraiment beaucoup de chance.
Et ouais, petit à petit, ils ont réussi à me faire rentrer ça dans la tête et à me montrer ce que les gens pensent réellement. En tout cas, les gens sains d'esprit et pas les autres où je m'en fous de leur avis, quoi. Et c'est quelque chose encore qui t'impacte aujourd'hui, le regard que les gens peuvent avoir sur ces situations ou sur ce que tu dis. Ouais, bah tu peux toujours avoir des moqueries, etc. Bon, on n'est plus au lycée ni rien, donc ça tend beaucoup moins à ce contexte, mais on peut encore avoir des personnes qui comprennent pas ou qui sont, comme je disais tout à l'heure, qui sont oui, t'es une drama queen, quoi. Enfin, oui, t'as un peu stressé parce que le RER était blindé, bah ça arrive à tout le monde. Ouais. Et je suis en mode non, c'est pas pareil, c'est un peu plus fort, moi. Ouais. Ça arrive à beaucoup de gens, je suis d'accord, et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans ma situation ou même pire, mais c'est un peu plus fort, je pense, que la moyenne. Et donc bon, il y a encore un peu ce côté regard des autres. Ouais. Mais sur le moment, c'est pas très agréable quand tu ressens ce qu'ils pensent. Bah après, à long terme, bon. Et tout à l'heure, et même en off, la dernière fois, tu m'as parlé de la confiance, que ça pouvait... comment ça a pu déconstruire ta confiance ou même la construire de manière plus bancale. Quel était le lien, selon toi, entre cette situation, cette anxiété, le regard des gens et la confiance sur l'image que tu pouvais renvoyer? Autant, je ne sais pas si c'était une confiance liée, une perte de confiance liée à l'image physique, psychologique, morale, émotionnelle, etc. Alors déjà, il y a eu physique. Forcément, j'ai eu phobie de sortir. Et comme je disais, j'ai eu un peu phobie de manger. Donc, en tout cas, oui, j'avais pas de plaisir à manger. Donc forcément, j'ai perdu beaucoup de poids en quelques mois, en très peu de mois. Donc physiquement, j'ai vu mon corps changer et ça aide pas. Donc il y a eu ça physique. Après, je dirais, ouais, franchement, au début, quand vraiment j'ai compris mon anxiété ou que j'en avais les gros symptômes, ça m'a brisé ma confiance, honnêtement. Ouais. J'étais, je suis incapable de faire les trucs quotidiens de la vie, quoi. Je suis incapable. Enfin, je sortais à 10 minutes à pied de chez moi, j'étais en pleurs, alors que j'étais à pied à 10 minutes de chez moi. Donc, je suis incapable de faire les trucs courants de la vie, comme sortir, comme manger, comme voir des gens. Donc, j'étais, je sais rien faire. Enfin, en plus, niveau pro, ça te ferme aussi beaucoup de portes. Du coup, si les gens sont en mode, oui, rendez-vous tel endroit, telle heure, et moi, je suis un peu en mode, ouais, on va éviter. Donc, ça te ferme beaucoup de portes. Et même dans le perso, tu vois plus personne. Donc, tu te renfermes sur toi-même, sur tes pensées. Enfin, encore, moi, j'ai de la chance de voir des gens parce que mes amis venaient me voir et ma famille était très, très là. Mais juste, tu t'enfermes dans tes pensées, etc. Donc, ouais, niveau confiance, ça me l'a bien brisé. Et après, est-ce qu'au final, j'ai peut-être plus confiance en moi que si j'avais pas eu ça? Peut-être, parce que du coup, le fait que j'arrive à m'en sortir, ça m'a fait prendre confiance en moi. Mais je saurais pas dire si, au total, au cumul, j'ai perdu ou gagné. Mais j'ai tendance à me dire que la confiance, effectivement, on l'acquiert parce qu'il y a eu de l'expérience. Parce que quand on reste à la maison, admettons, si tu es dans un trou noir où tu bouges pas, etc., et que tu te fais pas d'expérience, t'as pas de moyen d'acquérir confiance en toi parce que tu t'es pas vu capable de quelque chose. Et donc, en ayant fait des expériences, qu'elles soient douloureuses ou même joyeuses, etc., c'est ces expériences-là qui te permettent de te dire, j'ai réussi à faire cette expérience-là, c'est que j'en suis capable et alors je vais avoir confiance en ce que j'ai réussi à faire. Ouais, mais du coup, dans ce moment-là, tu te dis aussi, mais si j'y arrive, c'est pas grâce à moi. Par exemple, mes partiels, comme je disais, moi, c'est mes copines qui m'ont sauvé un peu mon année en m'apportant tous les cours, en m'expliquant tout, etc. Du coup, quand j'ai eu mon année, j'étais contente, mais j'étais juste franchement, merci les copines. J'étais pas socialement, franchement, j'ai géré. Donc, il y a plein de choses où, par exemple, du coup, quand je sortais, je sais pas, je m'arrangeais, je sais pas, par exemple, mon beau-père, des fois, il m'accompagnait dans les transports pour, au cas où je pleure, je stresse, etc., pour me gérer. J'étais, ok, si j'ai réussi, c'est parce qu'il est là, ou parce que ma mère m'a hyper rassurée, ça fait des jours qu'elle est là avec moi à voir que je stresse, etc. Du coup, au début, j'étais très en mode, si j'ai réussi, c'est parce que j'ai les autres et parce que je suis bien entourée. Et ça, c'est vraiment à partir du déclic que j'ai eu cette année où je me suis dit, ok, vu que ça a été vraiment un déclic et que ça a été en très peu de mois, là, j'ai vu que c'était aussi moi qui ai beaucoup baissé sur moi, quoi. Ouais, effectivement, comme tu dis,
c'est le travail de tout un système, de tout un écosystème, j'ai presque envie de dire, parce que souvent il y en a certains qui vont se dire c'est uniquement grâce aux autres que j'ai réussi. T'en as d'autres qui vont se dire c'est uniquement grâce à moi que j'ai réussi. Mais effectivement, en fait, c'est le juste milieu que tu dis là. Effectivement, c'est parce qu'il y a eu les autres et parce qu'il y a eu mon travail que finalement j'ai réussi aussi à arriver où on a réussi à me faire arriver là où je suis aujourd'hui, tu vois. Ouais, c'est ça. Par exemple, quand je sors, à l'époque en tout cas, quand j'avais certains trucs où j'avais besoin vraiment d'une personne qui me gérait, on va dire, maintenant je me dis, bon ok, j'avais cette personne-là qui me gérait, franchement merci à elle, je sais pas, j'allais en soirée, j'étais en mode, ok, j'ai ma meilleure amie qui va être là, qui va me gérer et tout, et avant de partir, il y a ma mère qui va me rassurer. Maintenant je me dis, bon, après, si j'arrive à aller en soirée, c'est aussi parce que j'ai beaucoup bossé sur moi, parce qu'à une époque, je disais non à tout, quoi. Ouais. Il y a eu ton travail, exactement. Donc bon, c'est un mélange des deux, on va dire. Ouais, totalement. Et aujourd'hui, Fanny, comment tu te sens? Bien, je suis contente d'être là, parce que la Fanny de décembre ne t'aurait jamais dit oui, déjà. Donc, non, je suis contente de voir l'évolution que j'ai eue, que j'aurais pas cru, surtout en si peu de temps, l'air de rien. Donc, je me sens à ma place. Je trouve ce qui me plaît petit à petit et voilà, je suis contente. Magnifique. Je suis très heureux en tout cas de cette évolution et de pouvoir finalement discuter avec toi et échanger sur toute cette trajectoire et les événements qui t'ont construit et qui t'ont permis d'être là aujourd'hui. Super content d'avoir discuté avec toi, Fanny. Moi aussi. C'est la fin de l'épisode. On se tape un petit clap de la fin. Vas-y. 1, 2, 3. Wow, super synchronisé, hyper.